9h30, donc je pense qu'on peut commencer. On va attendre les derniers. On a déjà 43 personnes présentes aujourd'hui. Donc, je voudrais tout d'abord vous remercier d'être présent à ce webinaire. Aujourd'hui, on va aborder les problématiques de recrutement dans l'éducation supérieure. Et je vais sans plus tarder laisser la parole à Rémi Chal, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, pour introduire sur le sujet. À toi, Rémi. Merci beaucoup, Edouard. Merci, Edouard, Florence, de m'avoir invité d'abord à introduire ce webinaire. Je suis me présenter très brièvement, je suis directeur général d'EdTech France, qui est une association qui aujourd'hui fédère plus de 270 entreprises dites EdTech, c'est-à-dire des entreprises qui vont adresser des solutions numériques, technologiques au service de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Je dois préciser que MagmaApp et Oscar Campus sont membres d'EdTech France. Voilà, donc je vois le sourire, ça illumine le visage de Florence, c'est un vrai plaisir. Et puis, la petite histoire veut que c'est peut-être le webinaire, j'en ai fait beaucoup, surtout en ce moment, où je suis le plus légitime. Et parfois, on a des sentiments, là, un peu de sentiment d'être un imposteur. Ça a pu m'arriver parfois, quand je parle de blockchain et d'intelligence artificielle. Ça n'est pas du tout le cas lorsque je parle de recrutement, puisque dans une vie précédente, j'ai travaillé aussi avec Oscar Campus et avec Florence, et certains d'entre vous peut-être ont travaillé aussi avec moi. J'ai vu dans la liste des invités que j'avais d'anciens collègues, puisque j'ai passé une vingtaine d'années dans l'enseignement supérieur comme prof, et puis comme directeur des admissions. Donc voilà, au cœur du sujet pendant plus de 4 ans. Ensuite, j'ai été directeur des masters du programme Grande École de l'INSEC. Et quand on est directeur d'école ou directeur de master, on est toujours un peu directeur des admissions, parce qu'évidemment, le recrutement des étudiants, vous le savez, c'est un enjeu majeur pour les écoles. Et j'ai quitté le monde de l'enseignement supérieur pour aller dans celui de la tech il y a maintenant 1 an et demi. Et j'ai découvert véritablement des choses extraordinaires que je regrettais de ne pas avoir connues plus tôt. C'est vrai pour un certain nombre de solutions, notamment Magma qui vous sera présenté. Oscar, je connaissais déjà, mais certains d'entre vous vont peut-être le découvrir. C'est vrai pour d'autres solutions qui existent également pour faciliter le recrutement, mais c'est vrai aussi pour toute la chaîne de valeur d'un étudiant, depuis le moment où il est candidat jusqu'au moment où il est diplômé. Il y a des solutions technologiques, il y a des solutions innovantes, il y a des outils qui viennent enrichir l'expérience de l'étudiant, enrichir l'expérience des équipes éducatives, des équipes pédagogiques, des équipes administratives. Et puis, il y a un vrai sujet aussi qui est de transformer véritablement le modèle pédagogique des écoles, mais ça nous concerne peut-être un petit peu moins aujourd'hui. Alors, il y a une question qui est posée, comment la crise a changé la donne. Il ne vous a pas échappé que nous sommes dans un monde qui est en train de changer. Je ne sais pas s'il y aura un monde d'après si différent du monde d'avant, mais probablement que pour l'enseignement supérieur, comme pour le télétravail, il y aura des bouleversements profonds, et il y a des tas de choses qui vont demeurer. Les écoles, les universités aujourd'hui se posent la question de savoir comment se fera la rentrée prochaine. Est-ce que ce sera entièrement en présentiel comme d'habitude? Est-ce que ce sera entièrement en distanciel comme certaines universités, notamment Cambridge, l'ont annoncé? Est-ce que ce sera du blended learning? Sans doute un peu de tout ça. Et en attendant la rentrée, on a dû faire avec les outils qui étaient à notre disposition pour assurer la continuité pédagogique, pour assurer aussi le fonctionnement de l'école et pour assurer une continuité dans le recrutement des élèves. Alors, ce n'est pas une mince affaire parce que, vous le savez, les concours ont été annulés. En tout cas, il n'y a pas eu d'euros comme il y en a traditionnellement sur les campus de vos écoles. C'est difficile de fait de véritablement choisir ces étudiants et de faire en sorte que nos futurs étudiants nous choisissent quand ils ne peuvent pas nous rencontrer physiquement. Il y a des outils évidemment qui permettent. Alors, on va pas, c'est pas des questions qu'on va aborder aujourd'hui, mais il y a aussi des solutions EdTech qui permettent de passer des épreuves en ligne, de digitaliser les concours eux-mêmes. Il y a sans doute encore des progrès à faire d'ailleurs sur ces sujets, mais il y a déjà des solutions qui existent. Mais comment est-ce qu'on fait aussi tout simplement pour euh, capter ces futurs étudiants, ces prospects? Comment est-ce qu'on fait pour les rencontrer? Comment est-ce qu'on fait pour les fidéliser? Comment est-ce qu'on fait pour les amener à la rentrée à ce qu'ils soient un de nos futurs étudiants? Et vous allez découvrir aujourd'hui des solutions qui le permettent. Et si je suis présent aujourd'hui, ce n'est pas simplement parce que je suis DG d'EdTech France et que ces entreprises sont membres d'EdTech France, c'est aussi et surtout parce que je crois à la pertinence des solutions qui vont vous être présentées. Alors, bon, Oscar Campus, ça existe depuis
Florence nous le dira, mais depuis déjà un certain nombre d'années, c'est une solution éprouvée, c'est une solution qui tourne dans un certain nombre d'écoles. Moi, je me souviens quand Florence est venue présenter Oscar Campus à l'école que je dirigeais, on avait quand même les yeux écarquillés parce que c'était la première fois qu'on voyait un outil qui était dédié à nos métiers, c'est-à-dire au métier du recrutement. Parce que des CRM, il en existe. Hein. On ne va pas les citer, vous les connaissez, vous les utilisez peut-être, mais avoir un outil qui est dédié à son propre métier, ce n'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est beaucoup plus intuitif, ça répond à nos vraies questions. Et puis, c'est, je crois pouvoir le dire, un outil qui a été construit en collaboration avec les écoles dans lesquelles il est implanté. Donc, on a là un outil qui est construit au plus près des besoins des utilisateurs, et ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, MagmaApp, c'est une solution qui est beaucoup plus récente, beaucoup plus jeune. Tiens, je vois Joris qui est apparu, qui initialement, désolé, je fais le pitch à votre place, les gars, mais vous reprendrez si j'ai dit des bêtises, qui initialement n'était pas spécialement tourné vers l'enseignement supérieur, plutôt vers les entreprises, plutôt un outil de recrutement, de cooptation. Et puis, ils l'ont testé sur le campus Saint-Marc, et campus Saint-Marc que je connais aussi, que j'ai visité. Et puis, il y a aussi sur ce campus, vous voyez, on est vraiment en famille des programmes qui sont dans la galaxie et du service est aussi un partenaire d'EdTech France. Et c'est l'expérience qui a montré l'intérêt de MagmaApp. Vous avez dans vos écoles, je m'imagine, des étudiants qui sont vos ambassadeurs, qui font partie d'une association, qui sont ceux que vous envoyez sur les forums, dans les salons, qui assurent l'accueil des candidats sur les concours, etc. Et par définition, ils sont quelques-uns. Alors, ils sont souvent très fidèles, très engagés, mais ils sont pas si nombreux que ça. MagmaApp, c'est la possibilité de faire de chaque étudiant un véritable ambassadeur de l'école. Voilà. Avec un système qui est plutôt malin. Enfin, vous le verrez. Encore une fois, je ne vais pas spoiler tout le pitch, et je trouve que la combinaison de l'un plus l'autre, voilà, peut permettre dans la chaîne de valeur d'un service admission de véritablement améliorer la performance commerciale, parce que c'est quand même ça le sujet, c'est améliorer la performance commerciale. Et puis, on le verra, il y a d'autres solutions qui ne sont pas concurrentes, qui sont complémentaires. Et c'est ça qui est intéressant dans la galaxie EdTech, c'est que sur ces 270 entreprises qui sont membres, il y a en réalité assez peu de concurrence et beaucoup de complémentarité. Et je suis très heureux, et ça c'est un message que j'envoie aux entreprises, je suis très heureux d'un webinaire où on a deux entreprises qui ne se connaissaient pas, qui se sont dit, tiens, on a des solutions qui pourraient matcher l'une et l'autre et qui pourraient intéresser nos clients. Présentons-les ensemble. Je crois que ça, c'est la bonne démarche. Moi, je le dis aujourd'hui, je suis désolé de le dire, j'étais un peu un acheteur qui n'achetait pas parce que j'avais un manque de lisibilité, de visibilité des offres EdTech. J'avais aussi un manque de confiance dans ces jeunes boîtes dont je me disais peut-être que dans 6 mois, elles n'existent plus. Faisons confiance à ces entreprises qui sont innovantes, qui sont au plus près de vos besoins et qui sont capables aujourd'hui véritablement de travailler ensemble, d'être interopérables. Je crois que ça, c'est un message qui est extrêmement important. Je vois qu'il y avait marqué 3 minutes. Je pense que j'ai déjà explosé le chrono, donc, mais c'est normal, c'est comme à mon habitude. Donc, je vais me taire. Merci à tous pour votre écoute. Alexandre, je vais te laisser reprendre la parole. Merci Rémi pour ton intervention. Alors moi j'ai 2 minutes, donc ça va être carrément plus difficile, mais je vais être rapide. Donc je dirige en effet un petit campus qui regroupe 4 écoles à Rouen, dont des écoles du groupe et du service. On a un peu plus de 700 étudiants. C'est une école familiale qui a plus de 100 ans maintenant. Donc l'école Pigier à Rouen, on a retrouvé quelques coupures de presse qui datent de 1919. Et on a su évoluer et en réalité, avant de reprendre cette école, je travaillais dans le monde de l'informatique, dans la business intelligence, ce qu'on appelle maintenant le big data, l'intelligence artificielle, etc. Mais c'était il y a 20 ans, donc on avait des puissances de calcul qui étaient moins importantes. Accessoirement, j'ai été président de la Normandie French Tech et j'ai investi à peu près dans 30 startups normandes. C'est pour vous donner le contexte et vous expliquer que on est très en pointe sur la digitalisation des process au niveau du campus pour une raison assez simple, c'est qu'il faut à tout prix, en tout cas c'est notre analyse, qu'on donne du temps à nos collaborateurs parce que ce qui quelque part nous différencie des plateformes full digital qui sont en train de monter en ligne, c'est l'accueil, c'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Les Américains parlent toujours d'UX, c'est-à-dire quelle est l'expérience qu'on propose à nos élèves. Et je prends assez volontiers, en tout cas avec mes équipes, le contre-pied
Et la réflexion qu'on doit se poser, ou en tout cas que nous, on se pose aujourd'hui à Rouen, c'est qu'est-ce qui justifie qu'un étudiant prenne les transports en commun le matin pendant 1 heure pour arriver au campus et la même chose le soir pour rentrer chez lui. Qu'est-ce qui fait qu'alors que le Covid a démontré que finalement le téléprésentiel fonctionnait plutôt bien, en tout cas techniquement aujourd'hui il fonctionne. On sait qu'il aggrave les écarts entre les étudiants, entre les bons étudiants qui profitent davantage des cours et les étudiants qui ont plus de difficultés et qui ont tendance à décrocher. Donc on sait que la solution n'est pas terrible, mais elle fonctionne. Donc la vocation de mettre des outils comme Magma en place, comme Oscar, comme Emera aussi, qui est un ERP dédié à notre métier, ça a vos vocations finalement de permettre aux collaborateurs de faire ce pourquoi ils sont les meilleurs, c'est-à-dire avoir la relation avec nos élèves qui sont quelque part nos clients, si on utilise un terme qui est un peu un gros mot il y a quelques années dans l'éducation. Donc ça fonctionne bien et pour nous c'est un enjeu fort. En réunion de fin d'année, j'ai dit à mes collaborateurs que et c'était avant le Covid, que notre ambition, c'était de digitaliser au maximum les tâches qui n'apportaient pas de valeur ajoutée pour leur permettre de passer leur journée devant la machine à café avec les étudiants et être capable de leur faire bénéficier d'une vraie expérience et de mieux sentir les choses, d'organiser des challenges, de faire venir les entreprises au cœur de nos campus. Et pour tout ça, il faut les décharger de toute cette sorte de paperasse qui n'en est plus puisqu'elle est numérique, mais la ressaisie des informations, l'adresse mail qu'on change dans une base de données, dans un tableau Excel et puis dans une autre base de données, etc. Tout ça doit être chaîné. Et donc, ces deux outils-là font partie en fait de cette numérisation de nos process. Voilà, j'ai fait un peu plus de 2 minutes, mais j'ai essayé de réduire. Eh bien, merci Alexandre, merci Rémi. Donc, comme le disait Rémi tout à l'heure à juste titre, Oscar Campus CRM, c'est un CRM qu'on a créé en 2008, donc déjà quand même plus de 10 ans. Pourquoi? Tout simplement pour répondre aux besoins spécifiques des établissements d'enseignement supérieur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Oscar Campus CRM est une marque portée par le groupe IDECOM qui est dédiée depuis plus de 30 ans à la communication de l'enseignement sup. Donc notamment avec une agence qui s'appelle Brains Agency et qui est spécialisée dans la gestion de leads. Donc c'est pour ça que naturellement, à un moment de notre histoire, notre direction générale s'est dit on génère des leads à nos clients, mais derrière, qu'en font-ils? Ont-ils les outils nécessaires pour pouvoir les transformer de manière efficace et surtout des outils qui répondaient à l'organisation des établissements qui n'ont pas forcément des compétences informatiques développées pour des petites structures et qui n'ont pas forcément des interlocuteurs qui vont pouvoir faire des passerelles compliquées. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité créer cette solution CRM avec l'appui d'Ecom et effectivement, comme le disait Rémi, en écoutant les remontées de nos clients pour faire notre roadmap de développement. Donc Oscar, ça sert à quoi? Ça va servir à collecter dans une seule et même interface les données de vos contacts pour faire en sorte que tous les contacts qui viennent d'Internet, qui viennent des salons, que l'on croise au JPO, figurent dans cette base de données, pour derrière déclencher des actions de communication automatisées ou non, en masse ou non, sur ces contacts, pour avoir ensuite un suivi statistique étudiant ou contact par contact au niveau de l'historique de la fiche, et une base de données, ce qui s'est élargi également à la communication auprès des prescripteurs et des entreprises, puisque nos clients nous ont bien évidemment dit tout ce qu'on peut faire pour les contacts, on aimerait le dupliquer sur d'autres leads qui peuvent être vecteurs de flux. Donc, Oscar, ça va vous permettre de centraliser le fichier des contacts. Donc, je vous ai mis quelques petites captures d'écran pour que ce soit un petit peu plus parlant. Pendant le Covid, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait 2 types d'écoles. Celles qui avaient déjà professionnalisé leur recrutement, donc qui n'ont pas vu une grosse différence dans leur quotidien, puisqu'elles avaient les outils qui répondaient aux besoins de distanciel. À côté de ça, il y a eu des écoles qui avaient pas mal de fichiers Excel
donc une complexité pour continuer à suivre le flux de prospects entrants, puisque derrière, rien n'était centralisé et rien n'était également collaboratif. C'est vrai qu'il est par moments compliqué d'entretenir un fichier Excel avec plusieurs individus qui agissent dessus, qui peuvent faire des bêtises. Alors certes, avec les outils cloud, maintenant, c'est quand même un petit peu mieux, mais on a encore le cas de certains établissements qui procèdent sur des fichiers relativement isolés. Donc c'est vrai que l'intérêt aujourd'hui de professionnaliser son recrutement via cette typologie de solutions, c'est vraiment d'avoir des outils qui sont accessibles à tous, de n'importe où et n'importe quand. Donc en cas de crise, on voit vraiment une valeur ajoutée. Deuxième point que je souhaitais vous partager aujourd'hui dans ce retour d'expérience, c'est également en termes de communication, où tout étant centralisé dans une seule et même en cas de crise, en cas de distanciel, on peut continuer toutes ces actions de masse comme ces actions individualisées, tout en partageant les informations avec l'ensemble de l'équipe. Donc, dans le cas notamment du campus Saint-Marc, on voit qu'il y a eu une utilisation systématique de l'email, notamment suite à une demande de documentation sur le site web, avec des statistiques derrière, et une continuité des appels téléphoniques des équipes avec un agenda partagé qui permet de voir qui fait quoi et de ne pas se marcher dessus. Troisième point, bien évidemment, ce genre d'outil a également comme conséquence de pouvoir évaluer l'efficacité de ces actions. Donc de pouvoir d'une part voir l'efficacité de ces emailing et donc de voir les personnes plus ou moins réceptives à cette typologie de communication via les statistiques de clics par exemple, ce qui peut derrière déclencher un appel téléphonique puisqu'on sait déjà qu'il y a un intérêt manifeste pour les programmes de l'école, mais également sur tous les investissements publicitaires. Et c'est là que ça fait sens également, puisque pendant le Covid, des budgets ont été décalés. Donc, certains de nos clients ont testé des nouvelles actions dématérialisées en lieu et place des salons du JPO qui devaient avoir lieu et ont pu derrière visualiser l'efficacité de ces actions et la façon dont les internautes et leurs contacts ont pu recevoir l'information. Enfin, on peut également piloter l'activité en temps réel. Donc là, même chose, qu'on soit au bureau ou qu'on soit en distanciel, les chiffres étant générés en permanence en temps réel, l'activité commerciale peut être monitorée pour prendre des décisions en cas de besoin. Je m'explique. Par exemple, si on sait qu'on est en retard sur le recrutement d'un programme à proprement parler, on va à ce moment-là pouvoir mettre en place une action spécifique sur ce programme, par exemple une campagne AdWords dédiée uniquement sur ce sujet-là. Je voulais terminer cette intervention en vous donnant 4 points, et pour en avoir parlé avec Alexandre, qu'on juge importants dans la mise en place d'un tel projet. Tout d'abord, ça va être le cadrage du projet en pensant aux différentes phases du recrutement. Aujourd'hui, il faut bien se rappeler qu'on va générer des leads, on fait un plan de com pour ça. Il faudrait presque qu'on ait un plan de communication également pour voir comment on va faire pour transformer nos prospects en candidats. Est-ce que le but, c'est de les amener à une JPO? Est-ce que le but, c'est qu'ils candidatent sans qu'il y ait ce point de contact? Est-ce qu'on souhaite différencier la communication en fonction de la façon dont on a connu la personne, c'est-à-dire via du digital ou via un événement présentiel type salon, par exemple? Donc ça, c'est assez important. La deuxième phase étant toute la gestion de la candidature. Puis enfin, la conversion de l'ADMI en inscrit, qui n'est pas forcément évidente, puisque les jeunes aujourd'hui font de plus en plus de candidatures auprès d'établissements. Et derrière, il faut encore réussir à ce qu'ils viennent et qu'ils s'inscrivent. C'est là où la recommandation proposée par Magma peut aussi avoir un impact très, très pertinent sur cette conversion. On le verra par la suite. Deuxième point, il ne faut pas oublier que si les logiciels sont tous très, très puissants, un logiciel va vous permettre de mettre en œuvre votre stratégie, mais il ne va pas la remplacer. Et il est clair qu'en amont, il faut déjà avoir déterminé ce qu'on veut faire et comment on va le faire. L'outil va simplement permettre d'être facilitateur et, comme le disait Alexandre dans son introduction, de pouvoir faire en sorte que vos équipes aient moins de tâches à faible valeur ajoutée pour passer plus de temps auprès des contacts, des candidats et des étudiants.
Troisième point, l'accompagnement au projet est aussi un indispensable, notamment dans tout ce qui est changement au sein de l'organisation, puisque pour les salariés, les personnes qui sont au contact, c'est vrai que leur métier change. Il y a des outils de tracking et différents éléments qui peuvent faire un petit peu peur au début. Et enfin, dernier point, c'est l'interfaçage du logiciel avec les autres logiciels du système d'information. Donc d'ailleurs, Alexandre, tu es en plein interfaçage de ton ERP, il me semble. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu? Oui, je voulais revenir sur le problème des organisations. Moi, j'ai une équipe qui est quand même très resserrée et qui est habituée à ce qu'on mette en place des choses et à être assez réactive. Et pour autant, c'est vraiment compliqué. Donc, ça demande une implication sur ces outils qui sont stratégiques, hein, puisque clairement, si on gère mal notre recrutement, ça a un impact direct sur l'activité des écoles. Donc, ça demande une implication de la direction qui est à l'initiative du projet, au lancement du projet, mais il y a quand même un regard à avoir tout au long de sa mise en place. Et je pense que, en tout cas pour avoir fait partie de ce monde de l'informatique, que la plupart des échecs qui ont lieu dans la mise en place des systèmes sont liés à la direction a choisi le logiciel et derrière les salariés qui n'ont pas envie de changer vont trouver toutes les bonnes raisons de ne pas le faire. Donc, la première recommandation, c'est quand même celle-là. La résistance au changement, elle est forte. Mais on a vu pendant cette période de Covid qu'il y a un certain nombre de barrières qui pouvaient sauter et qu'on pouvait mettre en place tout un tas de choses puisque tout a été chamboulé finalement. Mais pour ceux qui travaillent un peu sur les neurosciences, on sait qu'il faut que le bénéfice soit énorme pour que les collaborateurs adoptent des nouveaux process. Et donc, il y a une implication qui doit être sur le projet au lancement, mais tout au long du projet. Donc ça, c'est important et ça a bien fonctionné à la fois avec Oscar et avec Magma, puisqu'il faut des interactions régulières, des points réguliers et il ne faut pas se cacher la face. Se voiler la face, ça prend beaucoup de temps. La deuxième chose, c'est l'interfaçage avec les logiciels. C'est pas compliqué, je ne prends plus un seul logiciel qui n'est pas ce qu'on appelle des API, c'est-à-dire qui ne soit pas en mesure de communiquer avec un autre logiciel. Il est hors de question que quand on modifie un statut dans Oscar, les personnes qui ont parrainé l'étudiant qui finit par s'inscrire et qu'on a indiqué comme inscrit dans Oscar, l'équipe soit obligée de retourner dans Magma pour aller modifier le statut. Il faut que tout se fasse en automatique. Les ressaisies d'emails génèrent un nombre d'erreurs énorme. Or, les emails et les numéros de téléphone sont quand même la base de notre relation client, enfin en tout cas prospect avant qu'ils soient inscrits. Donc, les logiciels aujourd'hui doivent s'interfacer complètement. Bon, ça vient, mais c'est encore un petit peu compliqué. Donc, voilà. Pour moi, c'est les deux points. Si je devais en mettre en lumière, c'est ces deux derniers points qui sont importants pour moi. Ok, top. Merci Florence et Alexandre. Alors, on va enchaîner dans la continuité de toute cette logique d'interfaçage. Pour vous en dire un peu plus sur Magma, Magma, c'est une application qui a pour but de mettre en place des programmes de parrainage. Alors, maintenant, aujourd'hui, spécialement au sein des écoles et des centres de formation. Historiquement, avec Joris, quand on a commencé à réfléchir sur ce projet début 2019, on était ouvert à tout ce qui était de l'engagement au sein des organisations et des établissements, quels qu'ils soient. C'est pour ça que Rémi a rappelé tout à l'heure qu'à la base, on s'intéressait aussi beaucoup aux entreprises. D'ailleurs, on a eu des clients entreprises. Et ce qui est assez intéressant pour nous, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme problème au sein des organisations d'éducation pour créer un lien entre les candidats et les étudiants qui souvent ne communiquent pas, n'ont pas forcément l'opportunité de le faire. Et je vais laisser Alexandre prendre la parole pour raconter un petit peu la genèse du projet Magma et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on s'est déployé sur les groupes d'éducation. Oui, parce qu'on se connaît de longue date, mais sur d'autres projets, et Edouard a lancé ce nouveau projet qui était en effet plutôt tourné vers les entreprises. La raison qui m'a fait lui suggérer d'aller sur les écoles, c'est que on considère, nous, en interne, même si on n'est pas capable de réellement le quantifier,
que la moitié des étudiants qui s'inscrivent chez nous le font par le biais du bouche à oreille. Voilà. Alors, ça dépend, je pense, des typologies des écoles, mais en tout cas, nous, c'est un facteur qui est très fort chez nous. Et on ne voulait pas mettre en place un parrainage avec, comme on a pu le voir, avec une sorte de cadeau ou quelque chose comme ça. Mais en réalité, on voulait être capable de faire un retour c'est toujours intéressant quand un étudiant parraine un autre étudiant qui sache où il en est dans le processus, en fait. Où il en est dans le processus d'inscription et qu'il y a un retour qui soit un peu automatisé. On a mis une petite récompense de 50 €, mais en réalité, elle est plus symbolique qu'autre chose et on souhaite qu'elle reste symbolique. Mais c'est une manière pour nous d'informatiser ce parrainage, de ne pas trop passer à côté aussi. Et puis, en réalité, c'est quand même nos étudiants qui expliquent le mieux notre mode de fonctionnement, qui vendent, entre guillemets, je sais que c'est une terminologie qui n'est pas toujours acceptée, mais qui vendent le mieux l'école. Et ça nous permet aussi, quelque part, d'identifier des personnes qui en savent déjà beaucoup sur nous, en savent déjà plus sur nous. Et sur un entretien, par exemple, qu'on va avoir, ça va nous permettre de quelque part plus s'intéresser au profil de l'étudiant et d'être déchargé d'expliquer comment l'école fonctionne, puisqu'un autre étudiant l'aura fait avant. Et ça, c'est hyper confortable. Donc voilà. Exactement. Donc, du coup, l'enjeu de ces programmes de parrainage, c'est effectivement d'être capable d'engager la base des étudiants au sein de l'école. Et pour ça, nous, on a mis une méthodologie en place qui a inspiré pas mal des entreprises tech qui sont très, très impliquées sur ces logiques de digitalisation de la recommandation et du parrainage. Cette méthode qu'on a déployée, elle repose sur 3 piliers. La première chose, c'est être capable d'engager les étudiants par le contenu, l'information et les campagnes de communication. Un petit peu comme le disait Florence, on est en permanence à impliquer les gens, à les relancer, etc. Ça paraît être la première brique, mais c'est nécessaire quand on lance un programme de parrainage que toute l'école, que tous les étudiants soient au courant. Et donc, tout le travail d'information et de rappel permanent du programme, c'est l'application effectivement qui le gère. On le gère de façon automatique ou semi-automatique et surtout on adapte aux besoins et à la temporalité de communication de l'école. On va s'adapter avec les moments forts de journée de présentation de l'école, de salon et de rendez-vous importants marquants dans l'année pour anticiper une phase forte de recrutement pour, par exemple, des rentrées qui peuvent être désaisonnalisées ou tout ce genre de choses. L'idée, c'est vraiment d'être capable d'impliquer tout le monde parce que souvent, ce qu'on constate dans les programmes de parrainage, c'est que tout le monde est au courant au début et puis au fur et à mesure de l'année, quand on repose la question aux gens si ils sont informés du programme de parrainage, beaucoup ne se rappellent plus ce qui se passe. Là, c'est notre rôle de les informer de manière continue. Le deuxième pilier, c'est cette notion de parrain qui pour nous est très forte et comme Alexandre l'a dit, finalement aujourd'hui, l'étudiant qui est actuellement dans l'école, qui fait la formation au jour le jour, qui connaît les profs, c'est lui qui va connaître au mieux, c'est lui qui va être le meilleur ambassadeur ou le meilleur commercial, c'est peut-être pas le bon mot, pour aller expliquer au candidat pourquoi lui il a fait ce choix et pourquoi il en est content. Donc en fait, on se rend compte qu'en mettant un parrain auprès d'un candidat, on va multiplier ses chances de réussite et d'avancer dans le processus de recrutement à chaque étape. Et là, il y a un énorme intérêt à être interconnecté avec tous les outils type Oscar avec lequel nous on travaille, parce que c'est là où on va pouvoir récupérer de l'information pour la distiller au candidat, à l'étudiant, pour qu'il puisse prendre en charge le candidat. Nous, la volonté, c'est vraiment que l'étudiant devienne le coach du candidat durant tout ce processus-là et vous permettre de récupérer en bout de processus d'admission les meilleurs éléments qu'on postulait. Et c'est pareil, c'est aussi un gain de temps pour l'équipe admission parce que tout ce travail d'échange entre le candidat, l'étudiant et l'état du statut du candidat, en fait, l'étudiant est autonome sur ce sujet puisqu'il reçoit l'information. Il n'a pas besoin d'aller demander à son parrainé où est-ce qu'il en est.
Et la troisième partie, le troisième pilier, c'est du contenu, alors que nous on appelle pédagogique, mais l'idée est vraiment de, nous on a travaillé avec des ingénieurs pédagogiques pour pouvoir monter un petit module pour accompagner les gens sur les notions de réseau, de communication extérieure, d'utilisation des outils web pour pouvoir communiquer et partager un petit peu leur expérience qu'ils peuvent avoir du campus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que quand on dit aux gens, on lance un programme de parrainage, est-ce que vous seriez prêt à vous impliquer? Souvent, les gens sont très motivés. La première question qui revient en général, c'est mais comment je peux m'impliquer? Par quel bout je peux commencer? Et quelles sont les petites actions que je vais pouvoir mener pour avoir de l'impact et être capable de m'impliquer? Et donc là, nous, on a un module aujourd'hui qui est de 12 sessions où la personne qui a envie de s'impliquer, elle va être prise par la main pour lui expliquer comment elle va pouvoir constituer son réseau, comment elle va pouvoir parler de l'école sur les réseaux sociaux, comment elle va aussi pouvoir construire son image. Et ça, notre volonté sur ce troisième pilier, c'est vraiment de permettre à la personne de progresser sur ses soft skills plutôt que d'être vraiment uniquement orienté sur le parrainage, parce qu'on estime que si quelqu'un aujourd'hui apprend à mieux maîtriser ses réseaux sociaux pour pouvoir communiquer, il va pouvoir le faire pour se parler de ses projets qu'il fait à l'école, mais il va aussi pouvoir le faire pour lui quand demain il va rechercher une alternance, un stage ou un job. Alors Magma, à quoi ça ressemble? Donc, on a construit l'application pour les étudiants en phase avec nos trois piliers que je viens de vous présenter. La première partie, c'est une partie qui s'appelle programme. C'est là où on va retrouver toutes les informations relatives au programme. C'est là où finalement on crée la base de toute l'information et du contenu dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça permet à n'importe qui, à n'importe quel moment, de retourner sur la plateforme, d'avoir accès à toute l'information sur le sujet. Donc ça peut être le processus de recrutement, les différentes informations sur chaque programme qu'il pourrait avoir besoin pour en parler à quelqu'un. Ça peut être les politiques de reward qui sont en place. Et donc, ça permet de vraiment créer du lien et de retrouver l'information. La deuxième chose, c'est un formulaire. Le formulaire, il va permettre c'est là où on va capter le candidat. Donc ça aussi, on est totalement intégré avec Oscar Campus. Et donc c'est là où si moi j'ai quelqu'un à parrainer, je vais me rendre pour pouvoir renseigner les différentes informations qui sont nécessaires pour créer un prospect candidat au sein du CRM Oscar Campus. Et donc une fois que je vais renseigner ces informations-là, ça va créer une fiche directement, comme on a pu le voir tout à l'heure dans la présentation de Florence. Le cœur de l'application, c'est cette notion de parrain. Et c'est sur ce tableau de bord personnel que l'étudiant va pouvoir suivre l'avancement de ces différents candidats et qu'il va pouvoir, sous forme de checklist, suivre un petit peu les différentes tâches qu'il peut mettre en place pour accompagner quelqu'un. Typiquement, si je renseigne un parrain un candidat directement, la première étape souvent va être de renseigner un dossier d'inscription. Et la plateforme Magma va lui suggérer de prendre 20 minutes avec son candidat pour pouvoir l'aider, l'accompagner, répondre à ces différentes questions. Et ça, c'est un gain de temps énorme pour les équipes admission parce que finalement, toutes ces questions qu'il aurait pu poser par email aux équipes recrutement, et là, il va pouvoir le poser directement à son étudiant. Et souvent, l'étudiant est plus à même de répondre parce qu'il a déjà rempli son dossier. Il va peut-être pouvoir retrouver son dossier et l'aider et l'accompagner plus rapidement. L'idée, c'est vraiment de faire un processus personnalisé par rapport à votre école, par rapport à votre processus de recrutement et pouvoir engager les gens d'étape en étape. La dernière partie, c'est la gestion des récompenses. Alors effectivement, Alexandre a parlé d'un bon d'achat de 50 €. Nous, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait assez fréquemment avec les écoles avec lesquelles on travaille. On distribue des récompenses sous forme de petits bons d'achat pour rétribuer cette implication qui a été faite durant le processus. Mais ça peut être mis aussi sous autre forme. Certains fonctionnent sur des logiques de crédit ECTS pour permettre aux gens de débloquer certains crédits parce qu'ils considèrent que c'est une vraie implication au sein de l'école. D'autres ont d'autres niveaux de rétribution. Nous, on pense qu'effectivement, il faut réfléchir à un incentive, mais ça doit être en raccord avec les valeurs de l'école et avec ce que l'étudiant pourrait avoir envie. Donc l'intégration d'Oscar, j'en ai déjà pas mal parlé, mais pour nous, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire pour pouvoir lancer un projet. C'est d'être capable de se connecter au système d'information des écoles pour pouvoir assurer cette transversalité d'information à la fois pour les étudiants, pour les candidats et aussi pour l'administration. Puisque nous, finalement, on va gérer une relation à trois et donc du coup, il faut que tout le monde puisse avoir cette information à tout moment et de façon simple et fluide.
Quelques chiffres sur la performance qu'on a de manière générale, et c'est aussi des chiffres qu'on a avec Alexandre, il pourra en parler. Mais typiquement, on rencontre aussi beaucoup d'écoles qui mettent ça en place sans forcément lancer de programme de parrainage. Nous, on constate que quand un programme est lancé et digitalisé, on va avoir 3 fois plus de performance que quand il est juste annoncé au début de l'année qu'on incite les étudiants à parrainer des candidats et qu'une rétribution sera faite. Donc vraiment, le digitaliser apporte beaucoup de choses parce qu'on va ramener beaucoup plus d'étudiants impliqués sur le sujet. On a des taux de conversion qui sont meilleurs par rapport à des sources d'acquisition directe, tout simplement parce que comme on a un coach et un parrain, et les gens ils vont aller plus loin dans le processus, et comme on les amène plus loin, ils vont avoir plus de chances de se convertir en étudiant qui effectue sa rentrée. Et en moyenne, aujourd'hui, dans les clients avec lesquels on travaille sur les sujets éducation, c'est 15% des inscrits, donc de personnes qui effectuent leur rentrée, qui arrivent à travers Magma dès la première année de la mise en place sur ce sujet. Oui, c'est les chiffres qu'on a nous constatés puisque ça fait la 2e saison maintenant qu'on utilise Magma. Donc en fait, le parrainage nous a permis de connaître, parce que quand il y avait le bouche à oreille, on avait une idée, on avait une petite case et on notait grosso modo. Comme je l'ai dit, on estime que ça représente 50%, mais en réalité, on n'en savait rien ou pas grand-chose. Et donc, en tout cas, on a augmenté notre connaissance de ce process de parrainage par 3. Le taux de conversion, il s'explique plus facilement parce qu'en réalité, il y a une sorte de préqualification des candidats. C'est assez engageant, en fait, finalement, de parrainer un étudiant, un camarade, pour venir à l'école. Parce que quelque part, il n'y a pas de notion de notoriété, mais c'est comme la cooptation en entreprise. Il y a une forme d'engagement de recommander quelqu'un. Donc, on se retrouve avec des candidats qui, en tout cas, nous semblent plus pertinents et il y a une forme de présélection. En tout cas, on considère que la qualité des candidats qui nous arrivent est quelque part meilleure. Et comme ça, c'est le premier facteur. Et le deuxième facteur qui explique cette augmentation du taux de conversion, c'est que l'étudiant, il a déjà une idée de ce qui se passe dans l'école, en fait. Et ça lui a été dit par quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de l'école, par un étudiant. Et donc ça, forcément, en termes de confiance et de relations, justement de relations de confiance, c'est beaucoup plus efficace. Et donc, les étudiants vont plus loin dans le processus. 15%, c'est juste pour le dernier chiffre, c'est juste pour être capable de tracer finalement l'origine. On le fait tous, je pense, l'origine des étudiants. Donc, nous, on a mis un indicateur sur les étudiants qui passaient par Magma. Donc, cette année, ça a représenté, pour la dernière campagne, ça a représenté 15%. Et comme on a amélioré les choses, l'année n'est pas encore terminée. Hein. Enfin, la campagne de recrutement n'est pas encore terminée, mais on va tourner probablement entre 20 et 25% pour la rentrée prochaine. Voilà, je vous invite à poser des questions. Merci à tous les intervenants. Merci à vous d'être venus nombreux ce matin. Si vous voulez poser des questions, il y a un outil directement pour les poser et on prendra un petit peu le temps d'y répondre. Est-ce que Florence ou Rémi souhaitent revenir sur certains points? Ça peut être aussi l'occasion. Voilà, on va attendre de voir s'il y a quelques questions qui arrivent. Je n'avais pas disparu, hein. C'est pour vous prouver que je suis bien là. Voilà. Alors vous avez remarqué aussi, je vous remercie d'avoir mis cette photo de moi, qui est une photo du temps où je portais des cravates, c'est-à-dire il y a 2 ans. Voilà. Et je salue Joris qui nous écoute depuis tu es dans quoi, Joris? Quel est ce lieu? On voit que tu as essayé de faire un décor derrière toi. Je ne sais pas. C'est un peu, son micro est coupé. Non, sinon, blague à part, il y a des questions hein, déjà qui arrivent, je crois. Notamment, j'avais vu une question sur les CRM à laquelle il a peut-être déjà été répondu. Ouais. Je sais pas, Florence, c'était peut-être une question pour toi. Hein. Est-ce possible d'intégrer l'outil avec un autre CRM? Ah, avec un autre CRM. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Est-ce qu'il est surtout possible de changer de CRM pour prendre Oscar Campus? C'était ça la bonne question. C'est une bonne question, bien sûr. Bon, c'est le principe des API. Hein. De toute manière, il faut que les outils soient souples. Mais c'est très bien aussi parce que
la relation avec les éditeurs de logiciels, enfin pour être un peu quelque part, pour avoir travaillé dans ce monde-là, ça oblige les éditeurs de logiciels à mieux s'occuper de leurs clients. Ils ne sont pas captifs. Les API permettent en effet de changer de plateforme assez rapidement et assez facilement. Donc moi, je trouve ça très bien que… la question est, à mon avis, pas très embarrassante. Les API, ça permet en réalité d'avoir plus de souplesse dans nos organisations et de ne plus être dans ce monde terrible de l'informatique avant où quand on mettait un logiciel, on l'avait pour 25 ans et on ne pouvait plus en changer. Tiens, j'ai une question qui me paraît intéressante. Enfin, elles le sont toutes évidemment, mais avez-vous déjà mis en place une solution avec les alumni des écoles? C'est vrai que faire des anciens des ambassadeurs, ça pourrait aussi être intéressant et leur permettre de garder ce lien avec l'école et d'être tenu au courant des évolutions de l'école pour pouvoir mieux en parler. Je ne sais pas si c'est moi qui pose la question aussi à Magma, si c'est quelque chose auquel vous avez pensé. Mais je peux faire le retour d'expérience du campus. Nous, on a laissé la plateforme Magma ouverte pour les étudiants qui ont quitté l'école. Et on continue par le biais de la plateforme à communiquer vers eux. On sait que les alumni, c'est compliqué. Hein. Enfin, ça dépend de la typologie d'école, mais moi, ça a toujours été quelque chose d'un peu compliqué à gérer. Et du coup, ils sont dans Magma avec leur adresse perso. Et donc, on continue à les alimenter régulièrement. Je n'ai pas de retour quantifiable. Enfin, je n'ai pas quantifié encore ce que ça représentait. Mais en tout cas, la plateforme permet de le faire. Alors justement, je peux répondre à cette question. Effectivement, la logique des alumni est très intéressante. Aujourd'hui, pour l'instant, on a surtout lancé des projets. C'est ce qu'on recommande, c'est de lancer avec les étudiants qui sont sur site. Parce que c'est plus simple de les impliquer et de lancer ce programme de parrainage. Avec Alexandre qui est là pour la deuxième saison, ça nous a permis de garder ces gens qui connaissaient déjà ce programme et de continuer à communiquer avec eux. Avec d'autres écoles avec lesquelles on discute actuellement, qui sont intégrés avec des logiciels de gestion des alumni et donc qui ont cette base de données qui est déjà active, on va l'intégrer parce que c'est beaucoup plus simple de la même façon qu'on se connecte à Oscar. Donc cette logique, elle est vraiment intéressante. On discute aussi avec des gens qui souhaitent intégrer leurs partenaires, puisqu'en fait, des fois sur des formations en alternance, les partenaires ont aussi une part de voix pour pouvoir identifier ou rediriger des candidats qui souhaiteraient rejoindre l'entreprise et donc du coup faire le processus un peu opposé. Il faut imaginer que nous, le programme de parrainage, il peut s'adapter à n'importe quel type de personnes qui est au sein de l'établissement. Le plus simple et les plus engagés sont effectivement les gens qui sont directement impliqués à l'intérieur, qui sont les étudiants eux-mêmes, mais ce n'est pas du tout limité. Aujourd'hui, en transparence, on n'a pas lancé un vrai projet sur un programme avec des alumni, mais ça, c'est une question de semaines, puisque on a un client qui souhaite le faire, notamment sur un programme MBA, où là, effectivement, la majeure partie des gens qui recommandent la formation sont des gens qui sont déjà dans le marché du travail et actifs. J'ai vu la liste des questions. J'en ai deux, moi, si tu veux, si vous voulez, auxquelles, quelque part, je peux répondre assez facilement. Là, celle sur le pourcentage de parrains actifs dans l'école. Je pense que tu as peut-être le chiffre, Edouard a peut-être le chiffre précis. Et puis, la question d'après sur la marchandisation. En réalité, on a le pourcentage. Edouard, tu l'as peut-être ou pas? On est un tout petit peu au-dessus de 10% de gens qui sont actifs, donc qui font du parrainage. Voilà. Alors, c'est un chiffre qui a relativisé parce qu'en réalité, et c'est pour ça que ça rejoint la question d'après, on a mis un chèque cadeau de 50 € parce qu'on considérait que c'était quelque part symbolique. Alors après, peut-être qu'on aurait pu monter jusqu'à 100, peut-être qu'il aurait fallu refaire 20. Enfin, on peut discuter longtemps sur le montant de 50 €, mais nous, ça nous a semblé symbolique. Et on a la preuve que quelque part, ça l'est parce qu'on a un certain nombre de candidats, d'étudiants qui continuent hors Magma à faire du bouche à oreille, en fait. Et qui considèrent que les 50 €, ce n'est pas leur sujet et que finalement, ils recommandent leur école et c'est pas très… Enfin, et ils ne veulent pas s'embêter à passer par Magma. En toute transparence, en fait, c'est ça. Donc, les 10 ou 15% d'étudiants qui passent par la plateforme Magma, nous, ce qui nous convient bien, c'est qu'ils ne cherchent pas de l'argent. Enfin, je veux dire, la moyenne des recommandations, je crois que c'est 1,5 ou un truc comme ça
par personne qui part parrain. Hein, je crois qu'un parrain, pour moyenne, propose 1,5. Ça veut dire que quelque part, la récompense moyenne, c'est 75 €. Je pense qu'on est assez loin de… Enfin, ça ne leur permet pas d'aller très loin. Donc voilà. Donc cette marchandisation, pour nous, on l'a voulu l'éviter. Et c'est même ce qui nous a fait hésiter, enfin, un des points qui nous a fait hésiter avant de basculer dans Magma. Et c'est pour ça qu'on a retenu ces 50 €. Et le deuxième point, c'est que… je ne sais pas ce que je voulais dire parce que je vois les questions qui défilent en répondant. Voilà, enfin, j'espère que ça a répondu à la question. Alors, moi, je vais répondre sur une question qui est pas mal revenue au sujet du coût. C'est un point très important et notamment aussi sur le gain, la prime, quand est-ce qu'elle arrive, puisque c'est un petit peu lié. Nous, notre coût, il se décompose en 3 parties. La première partie, c'est un setup qui est le temps nécessaire qu'on va passer en termes de développement technique pour venir s'interfacer à toute votre solution et à customiser toute la plateforme avec vos besoins en fonction de votre processus de recrutement, ce que vous voulez suggérer aux étudiants et du coup lancer ce programme-là. Ce coût de setup, il est fixe, il est de 999 € hors taxe. La deuxième partie, c'est une partie abonnement qui nous permet d'avoir une rentrée d'argent sur la solution, qui est de 99 € hors taxe par mois pour une école et 199 € par mois si vous avez plus de 2000 étudiants. Qui vont venir s'intégrer dans la plateforme. Et la dernière partie, c'est une partie à la performance, parce que nous, on pense qu'on est un outil marketing qui est là pour vous faire gagner des candidats et donc du coup gagner aussi des étudiants et en termes de recrutement. Et là-dessus, on refacture un pourcentage de l'année qui est de 2,5% de l'année scolaire d'un étudiant. Voilà. Donc, et ça se fait uniquement si votre étudiant a effectué sa rentrée. Donc, ce qui fait que si, imaginons, on lançait un projet ensemble en septembre 2020, eh ben, on ferait un bilan de cette campagne en fin septembre 2021 pour savoir quelles ont été les performances de recrutement de la plateforme et qui nous permettrait d'évaluer le coût de la solution une fois que vos étudiants auraient fait la rentrée. Pour les gains, aujourd'hui, tout le monde fonctionne sur le même principe, c'est-à-dire que les étudiants sont incentivés, ils récupèrent leur récompense quand la personne a finalisé son inscription au sein de l'école. Donc, ça va un petit peu dépendre de la typologie de la prime que vous donnez. Quand c'est des crédits, c'est un peu différent. Mais vraiment, l'idée, c'est que cette personne puisse être impliquée jusqu'au bout et surtout éviter ce que disait Alexandre tout à l'heure, qui est un volume trop conséquent de gens qui recommandent des profils qui sont totalement inutiles. L'idée est vraiment de communiquer de façon assez transparente et claire auprès des étudiants que l'objectif, c'est pas que ce soit un business, mais que l'objectif, ce soit vraiment un moyen de créer un lien entre tout le monde et que tout le monde commence à pouvoir s'aider les uns les autres dans tout ce processus-là et que ce n'est qu'une récompense si les choses sont mises en place à la fin. Voilà, je ne sais pas si j'ai été clair sur ces parties-là. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Il y en a une par rapport à l'URSSAF, mais c'est un sujet qu'on a posé qui peut être évacué assez vite. En réalité, ça ne passe pas. Enfin, je ne sais pas comment tu veux détailler ça, Edouard, mais enfin, nous, c'est un problème qu'on a résolu. D'abord, les montants ne sont pas énormes, premier point. En fait, la prime, c'est nous qui la gérons en tant qu'entreprise et en tant qu'organisme qui crée un programme de rewarding, de récompense. Et donc, pour l'école, en fait, on refacture les primes qui sont distribuées comme un coût de gestion prime. Donc en fait, pour vous, c'est comme si vous étiez passé sur Google AdWords et que vous avez rémunéré Google AdWords en fonction du nombre de clics qui ont été faits et en termes de gestion de l'application. Et c'est nous, de notre côté, qui gérons ça via un règlement de parrainage qui est dans nos CGU, CGV auxquels les étudiants ont accès dans la plateforme. Voilà. Plein de questions. Florence, je peux te laisser la parole. Oui, alors j'ai vu quelques questions passer également. Donc, la solution Oscar inclut-elle un système d'émargement inscription pour les salons d'orientation? Donc, en général, ce que nous faisons,
si l'école souhaite avoir des inscriptions avant un événement, qu'il s'agisse d'un salon ou d'une JPO, on peut générer avec Oscar Campus CRM un formulaire web qui peut être installé sur le site pour justement collecter ces inscriptions. Lors de l'événement, on propose une application tablette qui permet de faire la saisie des contacts et donc de faire le lien entre les personnes inscrites et les personnes réellement venues, pour ensuite pouvoir communiquer différemment sur les personnes qui sont venues et sur celles qui ne sont pas venues. Autre question que j'ai vue, est-ce qu'Oscar a un risque de doublon avec un ENT, Ipareo en l'occurrence, et Oscar est-il interfaçable avec un module de paiement en ligne? Donc, on n'a pas de risque de doublon avec Ipareo puisqu'Oscar s'interface également avec Ipareo. Donc, l'idée quand on construit un projet avec une école, c'est de voir où démarre chaque outil et où s'arrête chaque outil pour, à ce moment-là, mettre en place la passerelle qu'il faut et que les données soient interconnectées exactement sur le même système qu'avec Magma. On est interfaçable avec un module de paiement en ligne. Donc, il y a plusieurs choses sur cette question. On a chez nous une plateforme de dossier de candidature dématérialisé avec paiement en ligne directement dans l'interface. Donc, déjà, ça, c'est quelque chose qui existe. Ensuite, si on veut interfacer avec un outil de paiement de frais de scolarité, par exemple, bien évidemment qu'on va pouvoir le réaliser avec l'API à ce moment-là, sans aucun souci. Enfin, dernier point que j'ai vu passer sur Oscar, et si j'ai loupé quelque chose, excusez-moi et n'hésitez pas à me reposer la question. La tarification, donc nous on fonctionne en abonnement annuel, sur un abonnement à partir de 7 080 € hors taxe par an. Après, l'abonnement peut être plus élevé en fonction des options que vous prenez et il faut compter en plus des frais de paramétrage. On n'est pas sur des licences à l'utilisateur. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'école, on veut vous donner de la souplesse de pouvoir créer des comptes pour des étudiants qui sont missionnés par moment pour vous accompagner dans le recrutement des étudiants ou qui vont être présents à un salon et vont avoir besoin d'un compte de saisie. Le but est d'avoir de la souplesse. Alors, Oscar Campus est-il compatible avec Orion, Auriga ou le remplace-t-il? Donc, Oscar Campus est aussi compatible avec Orion, qui est un ERP. Donc, Oscar vient en amont. Et là, c'est pareil, je suis en contact avec Auriga. On est prêt à faire une passerelle dès qu'on aura un cas concret qui se manifestera pour la mise en place. Voilà, donc chez nous, et c'est ce que disait Alexandre tout à l'heure, on est dans la même philosophie. Le but, c'est vraiment de pouvoir s'interconnecter à n'importe quel logiciel, que ce soit quelque chose qui apporte des données ou que ce soit en export vers un système de type ERP pour prendre la suite sur les étudiants. Voilà, Edouard, je ne sais pas si tu as autre chose à ajouter. Alors, j'ai vu d'autres questions passer. Déjà, d'un point de vue global, la webconférence est enregistrée, donc on vous réenverra le fichier si ça vous intéresse. Et la présentation qui a été faite sera également partagée. Donc, pour tous ceux qui souhaitent avoir plus d'informations et récupérer les contenus, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui souhaitent plus d'informations sur des démos ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. De toute façon, on va renvoyer un email, on mettra les coordonnées que vous pouvez contacter pour pouvoir prendre une démo un peu plus poussée. Et si je reviens peut-être sur la dernière question que j'ai vue sur Magma à propos des écoles avec lesquelles on travaille, aujourd'hui, il y a plus de 15 écoles avec lesquelles on travaille actuellement. Ça peut être des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des écoles avec des formations en alternance comme au campus. C'est aussi des écoles qui parfois sont à l'étranger. On commence avec un MBA ce mois-ci. On a aussi des centres de formation. Chacun a un petit peu des fonctionnements différents. C'est pour ça qu'il y a une phase de réflexion en amont qui est importante pour que chacun mette en place son programme de parrainage qui lui ressemble, avec des rewards qui sont alignés avec ses valeurs et avec ses étudiants. Ça s'adapte vraiment à tous les types de structures dans l'éducation, dès lors que vous avez des formations à promouvoir et que vous voulez que vos étudiants soient les ambassadeurs premiers de vos formations. Il y avait une question sur le CFA. En effet, nous, on a la moitié de nos étudiants qui sont alternants, qui sont en centre de formation, donc il n'y a pas
il n'y a pas de problème, on a une gestion qui est la même. Voilà. Eh bien, top. Je pense qu'on a à peu près balayé toutes les questions. Est-ce que c'est le même tarif worldwide? Ça vient après une question d'Oscar. Ou nous, de notre côté, oui, pour l'instant, ça ne change rien. Effectivement, pour l'instant, on travaille essentiellement avec des écoles en Europe. Donc, on est à peu près sur les mêmes logiques de prix. Évidemment, on peut en discuter si vous êtes sur d'autres continents ou sur d'autres problématiques. Même réponse que toi, Edouard, pour Oscar. Voilà, bah, je crois qu'on est dans les temps. Moi, je suis devenu, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant l'espace de cette conférence, mais l'esprit de Joris m'a envahi. Voilà. Et, Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah, t'as vu un peu ça. Et alors, juste pour la petite anecdote, aujourd'hui, Joris a 30 ans. Donc, je lui souhaite un bon anniversaire devant tout le monde. C'est un peu personnel. Bravo, félicitations. Bon anniversaire, Joris. Je pense qu'on Merci peut le beaucoup. dire. T'es à peine plus âgé que moi, c'est bien. Moi, je fais mes 28 là, cette année. Eh ben, je vous remercie beaucoup d'être venu ce matin. Merci à tous les intervenants pour le travail. On est dans les temps, donc on va vous laisser à l'heure. La cloche va bientôt sonner. Vous pourrez reprendre vos postes et on vous enverra un email avec toutes les informations d'ici la fin de semaine. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin de semaine et à très bientôt, j'espère. À bientôt, merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.